Donc, pour continuer la discussion qui a été démarrée, donc, à propos donc, de la spondylolyse, c'est une fracture de fatigue au niveau de l'isthme vertébral, sur une fragilité qu'on peut supposer congénitale et qui, à un moment ou à un autre, va décompenser dans l'évolution clinique. Donc c'est très fréquent. C'est très souvent asymptomatique. On voit énormément en consultation des scanners, des radiographies standards, même sur les 3/4, où on voit des lysismiques parfois assez évoluées qui sont totalement asymptomatiques. Les gens venant consulter essentiellement pour des lombalgies discogéniques. Donc ça prédomine à l'adolescence, surtout dans le rachis lombaire bas, au dernier étage mobile, en L5, dans 80% des cas, 10% des cas unilatéral. Donc, on vient d'en parler, le facteur de risque pour le tennis, c'est l'hyperlordose au moment du service. C'est vraiment un facteur de risque important dans cette pratique. On va distinguer les formes aiguës qui sont traumatiques ou qui vont survenir dans un délai relativement bref, où le patient, le jeune pratiquant, va déclencher une douleur assez rapide. Et puis la forme chronique, très souvent intriquée avec un problème de discopathie. Donc dans les formes chroniques, il s'agit véritablement sur le plan anapathe d'une pseudarthrose, c'est-à-dire une fracture qui n'a pas consolidé avec développement à l'extrême de nodules de Gille, donc un tissu réactif fibro-inflammatoire qui peut avoir une neurotoxicité à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on voit quasiment tout le temps dans la spondylolyse évoluée et qui s'est déstabilisée sous forme d'un spondylolisthésis. Donc, quelques images. Ici, sur le profil, donc c'est essentiellement sur le 3/4 qu'on voit très bien les isthmes, mais on voit déjà cette fracture ici, au niveau isthmique. Le scanner est un bon examen pour la surveillance de l'évolution, de la consolidation ou pas, de passage à la chronicité. Ici, on a un œdème pédiculaire, qui est plutôt un facteur de chronicité. C'est l'équivalent d'un modique discal, une réaction œdémateuse, qu'on va revoir ici en hypersignal T2 au niveau de l'IRM. Alors, le traitement de la spondylolyse, on a déjà parlé avec Christian. Le but, c'est l'antalgie, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un rachis douloureux. Et si possible, la consolidation, puisqu'on est dans une phase où on va favoriser au maximum le traitement conservateur. Alors, l'arrêt du sport, c'est au moins 3 mois. Il s'agit d'une fracture, donc il s'agit de permettre au tissu autant que possible osseux et périosté de cicatriser. Et il faut tenir bon au moins sur ce délai, 3 à 6 mois, même s'il y a des pressions, souvent à l'adolescence, pour reprendre l'activité beaucoup plus vite. La rééducation se fait essentiellement sur le principe, dans les grandes lignes, avec des exercices en délordose. Le traitement orthopédique, donc, c'est un lombostat en lordose neutre, 3 à 6 mois, donc, avec une surveillance selon différents protocoles, mais globalement qui vont inclure un contrôle scanographique et une scintigraphie éventuellement pour la consolidation, pour évaluer la consolidation, sa qualité et son caractère efficient. L'immobilisation, donc, à visée antalgique sur les formes pseudarthrosiques, puisqu'elles sont vraiment très souvent douloureuses, et bien évidemment dans la lisse constituée. Le traitement chirurgical, il reste quand même très rare. Il va consister donc à une reconstruction, soit avec une greffe seule et puis une immobilisation sans instrumentation, soit des techniques d'arthrodèse selon différentes techniques. Elles sont limitées vraiment aux formes évolutives quand la gêne fonctionnelle est majeure. C'est vraiment quelque chose qui doit rester relativement exceptionnel. Alors, l'évolution de la spondylolyse, dans certaines configurations rachidiennes biomécaniquement peu favorables, alors on peut être aidé ici dans la description qu'a pu faire Pierre Roussouli en fonction de l'équilibre sagittal. Il a classé donc en 4 grands types le rachis. Le type 3, c'est le rachis normal, à peu près un gros tiers de la population, avec une incidence pelvienne normale à 52 degrés à peu près.
Et puis, le type 1 et le type 2, qui sont des incidences pelviennes diminuées. Le premier type, qui n'est pas très fréquent en termes de santé publique, va être un facteur de risque quand même de spondylolisthésis, parce qu'on a une lordose hyper courte ici, même si l'incidence pelvienne est faible, avec un effet de nutcracker ici, et un risque de lysismique et de glissement secondaire. Beaucoup plus fréquent est le type 4, ici, avec une incidence pelvienne augmentée, donc au-delà de 52 degrés, qui est un facteur très important. On voit un aplomb de C7 qui passe en arrière très postérieur, donc avec une surcharge des articulaires postérieurs. Si ici on a une lysismique bilatérale, on a un facteur de risque de glissement très important, avec typiquement un aspect cunéiforme, une dysplasie osseuse, c'est quand même une pathologie malformative. Donc on verra des images tout à l'heure, un sacrum en dôme et un aspect cunéiforme de L5, et très souvent, pour les mêmes raisons biomécaniques, une dégradation du disque sous-jacent au spondylo. Donc le type 4, très fréquent, là il risque vraiment d'évoluer vers un glissement vertébral, un lysthésis. Et la lysismique bilatérale donc, mérite très largement un bilan EOS, un full spine, pour déterminer tous les paramètres pelviens et rachidiens, comme facteur de risque, comme facteur pronostic. Alors, le spondylolisthésis va donc entraîner, par cette instabilité chronique finalement, très souvent une lombalgie discogénique, puisqu'il existe tous les facteurs pour ça, la destruction discale, l'étirement ligamentaire, la souffrance finalement mécanique des articulaires postérieurs, et puis la neurotoxicité sur le phénomène de coupe-cigare, à la fois au niveau du diamètre du canal rachidien et surtout au niveau foraminal. Se rajoutent à tout ça les nodules de Gill, donc le tissu fibro-inflammatoire qui est autour du glissement vertébral, de la spondylolyse initiale, et qui va comprimer les racines de façon importante. Donc ils sont lombalgiques et radiculalgiques. Et là, il y a une indication, on a affaire à quelque chose de très mécanique, à la fois compressif sur le tissu nerveux et à la fois instable sur le plan biomécanique. Donc la chirurgie va consister à décomprimer et stabiliser. Alors, quand il existe un tableau douloureux radiculaire, ce qui est très fréquent, on va faire donc une voie postérieure pour avoir accès au canal, et rapidement, sur le plan technique, on va utiliser au maximum les techniques mini-invasives qui vont donc épargner les muscles postérieurs, plutôt écarter les fibres que les désinsérer. De la même manière, on favorisera pour les lombalgies la voie antérieure pour épargner complètement les muscles rachidiens paravertébraux. Ce sont les muscles qui font la lordose, et la lordose est plutôt une bonne chose pour la lombalgie. On peut même, avec l'évolution donc des techniques chirurgicales, utiliser ici donc un système de vis pédiculaire unilatéral dans certains lysthésis qui sont très localisés et unilatéraux, enfin avec des douleurs unilatérales. Ici, il n'y a pas d'oubli de tige, c'est une tige en carbone qui est radiotransparente, et avec mise en place de cages intersomatiques, donc selon des techniques mini-invasives. Donc on peut avoir on diminue vraiment très nettement la rançon cicatricielle en post-opératoire, et donc permettre la reprise du sport, que ce soit le tennis ou les autres activités. On voit ici un contrôle où on peut finalement, avec une invasivité vraiment réduite, réaliser des choses tout à fait intéressantes sur le plan chirurgical, avec une stabilisation et une arthrodèse intersomatique ici par cage. Dans les formes beaucoup plus évoluées, on est presque à la spondyloptose. Ici, on voit que les techniques qui étaient de la visée pédiculaire, c'est tiré d'un livre de M. Rakami et son équipe. On avait un ancrage donc au-dessus et en dessous, et finalement un phénomène de tire-fond au niveau de la vertèbre lysthésique. Et ce qui pouvait aboutir à ce type de montage, puisqu'il n'y avait pas toute cette approche de respect de l'équilibre sagittal, et on avait des décompensations très importantes, 50% à 6 ans sur les arthrodèses, avec un lysthésis qui était au-dessus, puisque c'est des montages tellement rigides qu'on avait des décompensations très fréquentes. Donc quelqu'un qui est opéré à 25 ans, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de risques, malheureusement, de décompenser au-dessus et d'amener à ce genre de montage en postérieur. Pour quelqu'un qui a mal au dos, se retrouver avec ça
et des cicatrices très importantes, une incompétence globalement mécanique des muscles paravertébraux qui va faire que ça peut être des résultats qui sur le long terme sont quand même globalement pas très bons. Les techniques maintenant, surtout pour les lombalgies, sur les listhésis L5-S1 avec peu de composantes de compression radiculaire et surtout donc un spondylolisthésis, donc paralysismique L5-S1 essentiellement lombalgique. L'intérêt vraiment sur la technique chirurgicale d'utiliser la voie antérieure pour à la fois réséquer tout le tissu discal inflammatoire et qui est pourvoyeur de la douleur, et de stabiliser cette instabilité, donc L5-S1, qui définit le spondylolisthésis. Selon la technique de Guillaume Tell, ici, avec une cage L5-S1, une vis translombosacrée par voie antérieure, en déroutant la veine cave, ici, une fusion intersomatique en L4-L5, puisqu'on avait également une lombalgie discogénique due à la dégradation de L4-L5, du disque. Enfin, une forme, pour finir, une forme très évoluée, rare, mais qu'il est important de connaître, rare mais pas exceptionnelle, chez des sujets qui sont très jeunes. Vous voyez ici une femme de 21 ans, moyenne d'âge, pas fait beaucoup, mais c'est à peu près 21-22 ans. Il est important, ça c'est sans être une urgence, il est important de les opérer rapidement pour éviter le passage à la spondyloptose, qui là va rendre tout traitement chirurgical quasiment impossible et en tout cas inefficace. Donc le but, c'est de les stabiliser également. Là encore, la voie antérieure va nous rendre de grands services avec une ostéosynthèse intéressante, alors qui sera circonférentielle parce que ce sont des lésions très, très instables, mais qui va épargner au maximum les muscles paravertébraux postérieurs, donc ceux qui sont pourvoyeurs de lordose. Pour terminer, donc quelques mots-clés. La spondylolyse, donc il faut être bien sûr le plus conservateur possible, donc il faut discuter de tout ça ensemble. Tous les acteurs, une prise en charge pluridisciplinaire, c'est vraiment la RCP rachis dégénératif, comme on fait en cancéro. Le délai de 3 mois est vraiment un minimum pour évaluer et se donner vraiment des chances réelles de cicatrisation et de consolidation spontanée. Et puis un mot sur la technique chirurgicale, qui est important parce qu'on va poser des indications en fonction quand même de la technique et des résultats qu'on peut en attendre. Donc globalement, quand il existe des radiculalgies prédominantes, il faut utiliser plutôt des techniques de chirurgie par voie postérieure qui va décomprimer les racines, toujours par voie mini-invasive, avec des écarteurs tubulaires, etc. On est quasiment dans des conditions percutanées. Et puis les lombalgies prédominantes, c'est vraiment la voie royale, c'est la voie antérieure qui va épargner, et pour cause, complètement la musculature postérieure. Je vous remercie.